La politique agricole commune n'est-elle qu'un outil destiné à engraisser les ogres de l'agroalimentaire? Alors que 60% des agriculteurs touchent moins de 20 000 euros de cette fameuse PAC, les grosses entreprises comme Lactalis par exemple peuvent toucher un véritable pactole. Ces subventions sur investissement viennent financer des projets soit désastreux pour l'environnement, soit instables économiquement, parfois les deux en même temps. Les aides directes aux agriculteurs sont quant à elles calculées selon la taille des exploitations. Plus on est gros, plus on touche. Un système profondément inégalitaire et gourmand pour les gros exploitants et les grosses entreprises du secteur. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Trouillet. Bonjour Caroline. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur donc d'une enquête sur les gros bénéficiaires de la PAC, la politique agricole commune, et manifestement, ce sont de très gros bénéficiaires et des grosses sommes qui sont en jeu. Oui, effectivement. Je me suis intéressée à certains des plus gros montants qui ont été attribués ces dernières années, pour la campagne 2018-2019. Et donc, on a des montants très élevés, de l'ordre de 1 million d'euros jusqu'à 2,9 millions d'euros. Donc, j'ai ciblé mon enquête sur ces cas-là pour comprendre, en fait, à quel titre des bénéficiaires avaient reçu de telles sommes. Alors, je peux dire quand même que c'est une enquête qui vise à relever les dérives courantes de la PAC, mais chacun des cas que j'ai identifiés est un emblème, en fait. Ça ne veut pas dire que les aides de la PAC sont mauvaises en soi, c'est juste qu'il y a des mécanismes dans les critères d'attribution qui permettent des profits qui ne sont pas forcément justifiés et qui bénéficient à ceux qui sont déjà les mieux dotés, en fait. On parle vraiment de sommes colossales. Vous avez des chiffres sur les montants qui sont alloués justement à ces grandes entreprises et à ces grands exploitants? Donc pour les entreprises, moi je me suis intéressée aux aides aux industries agroalimentaires. Donc effectivement, c'est là où on va voir les montants les plus élevés. Pernod Ricard a des maisons de champagne. Ces deux maisons de champagne s'appellent Mumm et Perrier-Jouët, ont reçu toutes les deux ensemble 5 millions d'euros et 11 millions sur 2 années. Voilà. Donc Pernod Ricard, rappelons-le, qui est coté en bourse. Ensuite, un industriel breton du porc qui s'appelle Jean Floch a reçu 2,9 millions d'euros. Et Lactalis, effectivement, est aussi un gros bénéficiaire puisqu'elle a eu 2,3 millions d'euros qui lui ont été versés en 2019, même si ça correspond à plusieurs années. Et Lactalis, pour reprendre cet exemple, il y a un site en fait qui recense les différentes subventions de la PAC entre 2002 et 2013. Sur cette période, elle a reçu 49 millions d'euros pour différentes filiales en France. Donc voilà. Et pour les agriculteurs aussi, on a des sommes assez importantes puisque moi je me suis intéressée à un domaine qui a reçu plus de 400 000 euros par an. Ouais. La moyenne, c'est plutôt 20 000 euros pour les agriculteurs. Donc, voilà. Pour rentrer un petit peu dans l'aspect technique, parce que le rapport, votre enquête est quand même assez technique, vous distinguez 3 volets d'aide accordées par la PAC. Oui, tout à fait. J'ai identifié des cas qui correspondent aussi à différentes aides de la PAC, donc différentes lignes budgétaires. Le premier volet, en fait, s'intéresse au premier pilier de la PAC, c'est-à-dire les aides qui sont versées directement aux agriculteurs, dont une partie en fonction de la taille de leur ferme. Vous l'avez dit au début. Ensuite, il y a des aides à l'investissement. Alors là, ces aides, elles sont gérées, co-gérées par l'Europe et les conseils régionaux. Donc, soit sur des budgets agriculture, soit sur des budgets économie. Donc, dans ce volet aide à l'investissement, il y a un axe spécifique qui est effectivement l'aide aux industries agroalimentaires. Et là, j'ai étudié quatre entreprises différentes. Et ensuite, le troisième volet, c'est tout ce qui va concerner l'aide à l'exportation. Donc, soit avec des subventions qui sont gérées directement par la Commission européenne. Par exemple, pour aider une entreprise à promouvoir ses produits au Japon. Ça a été le cas pour la Fédération industrielle des charcutiers. Et concernant l'aide à l'export, il y a aussi des programmes de promotion qui sont gérés plutôt par le ministère, donc par France Agrimaire. Et là, qui concerne dans mon enquête, en tout cas, des filiales de Pernod Ricard. Donc pour promouvoir le vin en dehors des frontières de l'Union européenne. Voilà ces 3 types d'aides auxquelles je me suis intéressée. Pour se concentrer un petit peu sur l'aspect justement aide aux investissements, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment 2 secteurs très spécifiques qui sont aidés. C'est la filière laitière et la filière porcine.
Oui, en fait, c'est plus que c'est des cas qui m'ont interpellée. Ouais. Donc, je les ai étudiés. Après, les différentes filières agricoles peuvent être aidées dans le cadre de la PAC via des aides à l'investissement. Ça peut être effectivement la filière laitière est une des filières très importantes, mais la filière de la viande aussi. Donc là, c'est porcine, mais ça peut être autre chose. Et je me suis aussi intéressée à un investissement pour une entreprise qui produit des aliments pour chiens et chats, par exemple. Ouais. Voilà. Mais effectivement, j'ai 2 cas qui concernent la filière laitière. Et pour la filière porcine, ce qui se passe, c'est que c'est une entreprise qui est bretonne. Et effectivement, la Bretagne, elle concentre 58% de la production, de l'élevage de porcs. Donc, c'est sûrement un secteur aussi qui est susceptible de demander, de solliciter davantage de subventions et aussi d'en recevoir. Mais est-ce que ça va pas créer, est-ce que ça contribue pas à créer des inégalités entre les branches d'activité, parce qu'on a d'un côté les deux plus gros secteurs agricoles, si je puis dire, puis les autres exploitants, les autres branches qui vont recevoir moins de subventions. Est-ce que vous avez trouvé des choix un peu orientés dans ce sens-là? On va soutenir les grosses branches et puis en délaissant les petites. Après, ce qui se passe, c'est que mon enquête a été... je me suis vraiment concentrée sur comprendre des cas problématiques, mais je ne peux pas prétendre non plus à avoir fait une analyse exhaustive de toutes les subventions. Mmh. Après, effectivement, des industriels de la filière laitière qui sont, comme Lactalis, déjà numéro 1, on peut se questionner sur la légitimité de leur accorder déjà autant d'aide quand éventuellement d'autres coopératives pourraient en avoir besoin, c'est sûr. Justement, puisqu'on parle de Lactalis, puisque vous évoquez Lactalis, ça, c'est un des cas, si je puis dire, emblématique un petit peu de l'enquête. C'est un des leaders sur le secteur. En plus, les scandales qu'on lui connaît, qui ont été révélés par l'enquête de Disclose. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cas Lactalis ? Oui, alors Lactalis, effectivement, est déjà connu et associé à différents scandales. Donc cette subvention que j'ai trouvée injustifiée pour des raisons que je vais expliquer, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors Lactalis a obtenu 2,3 millions d'euros sur plusieurs années, mais en tout cas qui ont été versés en 2019 pour investir en Bretagne sur 2 sites différents et dont le premier site en fait est à Retier. Et ce qui s'est passé, c'est que le critère de la subvention, c'était d'aider Lactalis à prendre une place, à gagner des parts de marché sur un secteur émergent qui est le sérum et la poudre de l'infantile. Mais le sérum, c'est en fait, il est issu du lait. C'est pendant la fabrication du fromage. Ouais. C'est un résidu, en fait, qui permet de faire des produits nutritionnels pour les personnes âgées, etc. Donc, c'est un créneau assez tendance. Et donc, sur cet aspect santé, en fait, de manière assez paradoxale, il y a eu un gros problème environnemental et qui pourrait être aussi sanitaire, puisque l'usine, en fait, qui a été subventionnée, avant même que les travaux soient terminés, il y a eu un déversement dans la rivière de la Seiche, qui est toute proche de l'usine, un déversement de lait, et donc qui a engendré une pollution très importante du cours d'eau sur 8 km avec des milliers de poissons morts. Et en fait, Lactalis a été d'ailleurs condamné pour ça en 2019, à payer 250 000 € et aussi à dédommager les associations de pêche et les associations environnementales. Et en fait, 2 mois après ce scandale, ce problème, en fait, elle a déposé une nouvelle demande de subvention au Conseil régional et elle a eu une autre aide en fait pour investir sur un 2e site breton à Vitré. Donc, ce qu'on constate, c'est que la logique de ces aides, elle est sur un critère vraiment de performance économique, de gagner en compétitivité à l'export, en allant chercher comme ça des secteurs émergents. Mais la PAC, les aides ont des œillères sur les conséquences environnementales. Là, c'est un cas emblématique. Et après, en fait, quand on pense aux éleveurs, c'est quand même assez difficile de savoir comment ils peuvent bénéficier de ces aides-là à l'industriel avec qui ils sont sous contrat, puisque leur paye, les différentes valorisations du lait, elles sont lissées sur leur paye. Mais en tout cas, pour Lactalis, entre 2019 et 2020, le prix du lait a baissé.
Et ça fait déjà une dizaine d'années que les éleveurs demandent une augmentation du prix du lait parce que eux, leur coût de production augmente. Donc voilà, en fait, voilà un investissement qui a été soutenu par de l'argent public, sans vigilance. Alors que Lactalis est censé être complètement autosuffisant pour gérer ses propres investissements sans avoir besoin de la PAC. Oui, c'est ça. Lactalis aurait investi, je ne sais pas, probablement tout autant en fait sans cette aide qui, en fait, l'aide, le chiffre est impressionnant comme ça, de 2,3 millions d'euros, mais ça représente que 10% de l'investissement global sur ce site-là. Ouais. Donc on peut dire bon, c'est pas grand-chose, sauf qu'en fait, ces millions-là, ils pourraient être aussi investis ailleurs, autrement, pour créer vraiment de l'emploi, pour aider les éleveurs, pour qu'il y ait des bienfaits d'intérêt général, pour protéger l'environnement. Parce que forcément, toute incitation à augmenter les capacités industrielles peut avoir des conséquences sur le paysage, sur la population. Oui, puis en plus, si on repart un peu dans l'aspect général de l'enquête, il y a quelque chose qui revient souvent dans les différents cas que vous déclinez, que ce soit Floc, Sodial, Lactalis. C'est toujours quand même des projets qui sont, d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, complètement désastreux. La PAC n'a pas l'air d'avoir un regard là-dessus avant de donner ces aides. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans les différents cas problématiques effectivement, que j'ai étudiés. Là, on vient de parler de Lactalis. Il y a aussi... parfois, en fait, quand une usine est modernisée, qu'elle s'agrandit, ça peut encourager des prélèvements sur les ressources, une pression sur la ressource en eau potable, des prélèvements qui augmentent, sachant que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de sécheresse, donc c'est quelque chose aussi à surveiller. Ouais. Les émissions aussi de dioxyde de carbone augmentent. Ensuite... en tout cas, la PAC, telle qu'elle a été définie pour cette campagne-là, c'est-à-dire, moi, là, j'ai étudié des aides qui sont sur la PAC de 2014 à 2020. La prochaine est en train d'être définie. Oui. Et effectivement, par exemple, la France avait sous-estimé, en fait, le nombre de conversions en bio quand elle a voté ses budgets pour la PAC. Et du coup, le résultat, c'est qu'en fait, les aides sont en deçà des besoins vraiment des agriculteurs qui se convertissent. Donc en fait, la PAC ne soutient pas suffisamment la filière bio, du coup. En tout cas, non, ce qui est constaté, ce qui est déploré en tout cas par différentes organisations paysannes et citoyennes et environnementales, c'est que c'est vraiment insuffisant. Ouais. Alors justement, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques pointait que la France avait consacré 5% de son budget PAC aux aides à l'hectare pour le bio. Et en fait, la moyenne européenne est plutôt de 6%, donc la France, elle est plutôt dans les mauvais élèves sur ce critère-là. Ouais. Et justement, là, dans ce qui se dessine pour la prochaine PAC, le montant des aides pour les éleveurs qui se convertissent, il va augmenter. Mais par contre, les aides pour les maintenir, ce qu'on appelle les aides au maintien, qui arrivent au bout de 5 ans, elles vont disparaître. Donc ça, c'est une préoccupation vraiment des associations environnementales en ce moment, parce qu'elles constatent que la direction qui est prise n'est pas assez offensive et beaucoup trop en deçà en fait, de l'urgence environnementale, climatique, puisque le secteur agricole est aux premières loges en fait, de ces enjeux-là. Mais alors du coup, en fait, si on tient compte du fait que la PAC ne regarde pas les enjeux environnementaux ou pas assez, on pourrait se dire que en fait, c'est plutôt le volet économique qui les intéresse, la performance économique. Pourtant, avec le cas de Sodial que vous déclinez aussi dans l'enquête, pas tellement, parce qu'il y a des investissements un peu foireux qui sont financés par la PAC. Oui, c'est vrai que le cas de Sodial est très intéressant parce que, comme la plupart des autres cas, l'investissement qui a été soutenu, financé par la PAC, avait un objectif aussi de performance économique, de compétitivité. Et en fait, il y a eu un fiasco parce que tout était misé sur les besoins du marché chinois, en fait. Voilà. Et là, on se rend compte que c'est des stratégies qui sont très volatiles, qui peuvent s'effondrer en fonction du partenaire, en fonction des lois du marché.
Et donc, pour préciser un peu ce cas-là, Sodial, donc, c'est la première coopérative laitière de France. Et en fait, elle a obtenu des aides pour une de ses filiales qui s'appelle Eurosérum. Donc, l'aide se chiffre à, que je retrouve, 1,9 million d'euros, c'est ça. Et donc, on est toujours en Bretagne. Cette filiale Eurosérum, en fait, a construit une usine qui devait être une des plus modernes d'Europe, à Carhaix. Mais et ceci dans le cadre d'un vaste pôle laitier, en fait, qui dépendait d'une usine. Il y avait 3 usines chinoises qui s'appellent Sinutra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un contrat qui avait été signé en 2012 entre Sodial et Sinutra, le client chinois. Parce que 3 ans plus tard, en 2015, la PAC allait acter la fin des quotas. Et donc, les partenaires se disaient qu'il va y avoir une surproduction. Et donc, pour le marché chinois, c'était une manne intéressante, quoi. Donc, les promesses, en fait, de ce projet étaient vraiment hautes. Donc, Sinutra devait, en fait, transformer 100 000 tonnes de poudre de lait sur le site pour l'envoyer en Chine. Voilà. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, 1 an à peu près avant que la subvention soit votée, accordée, Sinutra, donc le client chinois, avait déjà une dette de 38 millions d'euros envers Sodial. Pour différentes raisons, parce qu'elle n'arrivait pas forcément à vendre sa poudre, parce qu'il y avait des problèmes avec le client en Chine. Bon, en tout cas, les dettes se sont accumulées année après année pour que finalement Sodial décide de racheter en 2019 une partie de l'usine chinoise, en fait, pour se rembourser des dettes, puisqu'en fait, Sinutra avait des impayés envers la coopérative. Donc on imagine que, indirectement, les conséquences pour les éleveurs. Voilà, donc Sodial est obligé de racheter l'usine et ça pèse forcément sur les comptes de la coopérative. Et effectivement, en fait, Eurosérum, qui a obtenu la subvention, elle a une rentabilité qui a chuté, en fait, de moins 7 millions à peu près dernièrement. Donc là, on a l'exemple d'un investissement qui est sur un objectif qui n'a pas été acquis, effectivement, de performance économique. Et le problème dans ce cas-là, c'est qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs qui étaient très inquiétants. Le pari de ce contrat-là était risqué. Et ça se voyait dans les termes même du contrat qui avait été signé entre les 2 partenaires, en fait. Mais il n'y a pas aussi un souci éthique quand on subventionne des projets d'investissement de marché étranger, alors qu'en soi, on pourrait se dire que la PAC devrait soutenir le marché intérieur, le marché européen, plutôt que des investissements à l'étranger. Oui, c'est sûr. Ça me fait penser aussi à tout ce qui est aide à l'export via les programmes de promotion. L'Union européenne, en fait, elle se soumet aussi aux lois du marché. Et dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, effectivement, elle va accorder des aides très importantes à des entreprises pour... alors, soit faire de la promotion, donc ça veut dire des campagnes de marketing, de pub... food truck pendant des Coupes du Monde, ou alors, comme dans le cas de Pernod Ricard et ses maisons de champagne, d'aller effectivement encourager la vente de produits au Japon, aux États-Unis. Et effectivement, c'est des stratégies de compétitivité qui sont quand même très fragiles, qui peuvent s'effondrer à la faveur d'une crise économique, d'une crise sanitaire. Et surtout, il y a très, très peu de garanties en fait, pour les éleveurs, qui sont sous contrat, d'avoir un retour bénéfique de ces investissements-là. C'est très, très périlleux et voilà, ils restent impuissants en fait, devant ces stratégies. Il y a aussi ce cas de production de nourriture. C'est même pas de la nourriture, je crois, si je me souviens, c'est plutôt des friandises pour chiens et chats. Oui. Là, c'est pas. Enfin, je veux dire, on veut bien que les animaux puissent être bien nourris, mais est-ce que ça doit être subventionné par de l'argent public alors que, justement, la filière bio, par exemple, a du mal, etc. Est-ce qu'il y a pas aussi c'est un peu étrange de financer ce genre d'investissement. Oui. Alors, ce qui se passe pour ce cas-là, donc c'est une entreprise effectivement allemande qui a reçu aussi 1,2 million d'euros pour une usine dans le Lot-et-Garonne. Effectivement, elle produit des aliments pour chiens et chats une partie de la subvention visait à faire des petits formats, des sachets individuels et
de type un peu friandise, en fait. Donc oui, déjà, ça pose question parce qu'il n'y a pas d'intérêt en termes de souveraineté alimentaire. Mais en fait, l'argument, enfin, ce qui a motivé la région à financer, c'était la création d'emplois. Ouais. Et ce qui peut se comprendre parce que c'est un territoire où il y a un chômage très important. Donc on sait bien que c'est un argument important pour les pouvoirs publics. Voilà. L'autre problème, c'est qu'en fait, il y avait 50 emplois qui ont été créés en CDI, mais assez vite, il y a eu beaucoup de démissions de départ parce que qui dit 1 million d'investissements et donc ça, c'est seulement 10% de ce que l'entreprise a réalisé sur place en termes de capacité industrielle. Qui dit de tel montant dit aussi des cadences très soutenues, des volumes qui sont multipliés. Donc et des conditions de travail qui se dégradent. Voilà, des conditions de travail qui se dégradent. Et surtout, dans ces contextes-là, soit d'abattoirs, soit de chaînes de production à flux tendu. Donc en fait, l'argument de l'emploi, il tenait pas tellement non plus. Parce que oui, de l'emploi, mais à quel prix en fait? Si les conditions de travail, elles pèsent sur les ouvriers, si ils en viennent à partir... En fait, après, les résultats, c'est aussi de recourir à l'intérim. Donc voilà, effectivement, à la fois, c'est quand même peu... en tout cas, l'argent de la PAC pourrait être utilisé autrement que de soutenir des friandises pour chiens et chats. Et en plus, soutenir l'emploi dans des conditions où, en fait, si les ouvriers souffrent au travail, voilà, ça n'a pas forcément de sens. Bon, déjà, la PAC coche deux mauvaises cases. L'impact environnemental et les conditions de travail. Il y a aussi celui des inégalités un peu parce que quand l'autre volet qui est très intéressant dans votre enquête, c'est celui des aides directes aux agriculteurs. Et donc il y avait ce chiffre que j'évoquais en introduction des 60% d'agriculteurs qui touchent moins de 20 000 euros. Et donc il y a ce cas-là de mi-voisin, en fait. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ? Oui, alors ce cas-là, c'est l'archétype en fait en quoi le système d'aide par rapport à la taille des exploitations est problématique, puisque le domaine de mi-voisin est un grand domaine dans le Loiret, enfin grand, c'est-à-dire 1 700 hectares, alors que la moyenne en France, c'est plutôt 63. Oui. Donc forcément, proportionnellement, il peut toucher 400 000 euros d'aide chaque année, là où la moyenne est plutôt à 20 000, effectivement. D'accord. Alors comment c'est possible ? Bon, je l'ai dit, il y a la taille qui est démesurée, mais l'autre problème, c'est que on a une exploitation en fait où l'argent bénéficie à des gestionnaires, à des propriétaires, mais qui n'ont pas en fait de lien avec l'activité agricole en elle-même, puisque c'est des ouvriers qui travaillent sur le site. D'ailleurs, ils ne sont que 7 pour 1500 hectares. Et en fait, quand on regarde les comptes de cette exploitation agricole, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a une rentabilité assez catastrophique, donc avec des dettes importantes, ce qui montre bien que n'importe quelle exploitation aurait mis la clé sous la porte. Mais là, en fait, l'actionnaire majoritaire de la société, puisque cette exploitation est une société anonyme, en fait, rend flou, met de l'argent, puisque en fait, lui-même est héritier de, un patrimoine immobilier colossal. Ouais. En fait, ce domaine appartient à une famille, la famille Prima, qui est héritière d'une multinationale pétrolière. Mm-hmm. Et donc, ils ont un patrimoine immobilier très important qui leur permet de cumuler des aides PAC, parce qu'il y a le domaine de mi-voisin, mais il y a aussi d'autres sites agricoles qui touchent moins d'aides. Mais en tout cas, quand on les met les uns à la suite des autres, en fait, la famille peut avoir 900 000 euros par an. Ouais. Et... Alors que là, ça a l'air vachement un peu farfelu, parce que il hérite d'un complexe pétrolier, pardon. C'est un domaine immobilier avant tout. Donc, en fait, effectivement, comme vous dites, qu'il n'y a pas grand rapport avec l'agriculture, pourtant, il touche des aides colossales. Ça a un rapport avec l'agriculture, puisqu'il cultive des céréales sur 1700 hectares. Donc, on a bien une exploitation agricole, mais qui n'est pas tant créatrice d'emplois et en fait, qui n'a pas d'exemplarité non plus, puisque comme toute production conventionnelle, ils sont aussi dépendants d'engrais, de traitements phytosanitaires. Et
En fait, quand je parlais d'aspect immobilier, c'est que les propriétaires, donc in fine, c'est quand même ceux qui touchent les aides de la PAC, eux, en fait, ont un faisceau de propriétés immobilières qui sert aussi à gérer, en fait, tout un patrimoine qui a été hérité. Et en plus, en fait, cette famille-là, elle habite en Suisse. Donc, oui, ça, c'est l'autre chose qui est très frappante, c'est qu'en fait, ils sont exilés en Suisse. Enfin, en tout cas, leur domicile fiscal se situe en Suisse, qui n'est même pas dans l'Union européenne en plus. Donc, du coup, la PAC, c'est quand même étrange, quoi, qu'elle subventionne ce genre d'acteurs, en fait. Oui, il y a aussi un problème qui a été soulevé par le New York Times, où dans les pays de l'Est, en fait, il y avait beaucoup d'oligarches qui touchaient d'importantes subventions de la PAC pour aussi tout un faisceau comme ça de propriétés immobilières, hôtelières. Et donc, il n'y a pas assez de conditionnalité, il n'y a pas assez de contrôle sur ce genre de situation qui est aujourd'hui possible, effectivement. Alors, le Parlement européen a en fait proposé qu'il y ait un plafonnement des aides PAC pour une unité, enfin un exploitant, parce qu'en fait, comme dans le cas de mes voisins, un agriculteur peut aussi cumuler des aides par rapport à différents sièges d'exploitation. Et donc là, le Parlement proposait de plafonner à 500 000 euros pour un agriculteur, 1 million pour les aides à l'investissement. Et bon, le Conseil européen, la Commission ne sont pas forcément d'accord, donc c'est un débat. Mais en tout cas, de ce qui se dessine, des positions de la France actuellement, ce genre de système peut perdurer, effectivement. Parce qu'en fait, les propriétaires sont domiciliés en Suisse, mais après, l'adresse du domaine, elle est en France. Et voilà, en fait, ils sont pas hors la loi, hein. Sur le papier, il y a rien d'illégal. C'est juste qu'il y a un problème d'équité. Effectivement, vous soulignez bien que ce qui se passe au niveau de de ce que vous appelez les gros bénéficiaires de la PAC, c'est pas la légalité ou non, parce que finalement, c'est plutôt légal. Mais en fait, d'un point de vue éthique, est-ce que la PAC devrait destiner ses aides à ce genre d'acteurs-là? Voilà, c'est ça. Et c'est aussi toutes les inégalités qui sont induites par ce système, finalement, parce qu'on sait que au-delà du chiffre que j'ai avancé tout à l'heure, on sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vivent dans des conditions sociales extrêmement difficiles, qu'il y a aussi une inégalité entre les différentes filières, les filières conventionnelles et puis à côté les filières bio ou paysannes qui du coup sont très peu subventionnées ou beaucoup moins. Qu'est-ce que vous avez constaté quelque chose aussi à ce niveau-là, au niveau des inégalités que ça pouvait générer? Le système, en tout cas, d'aide proportionné à la taille des exploitations est en fait de fait intrinsèquement créateur d'inégalités, puisque c'est pas parce qu'on a le plus d'hectares, le plus de terres qu'on va forcément créer de l'emploi ou avoir des pratiques vertueuses, hein, d'un point de vue pour favoriser la biodiversité, pour protéger le paysage. Et en plus, finalement, plus on est grand, plus on peut être dépendant aussi de l'usage des pesticides. Et il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui ne touchent pas d'aide, en fait. Donc, il faudrait... Enfin, il y a un problème, effectivement, de conditionner ces aides-là, une partie, en tout cas, à des pratiques qui puissent être favorables à l'environnement. En tout cas, c'est ce qui est demandé aussi actuellement, hein, par une partie de la profession agricole et les associations environnementales, puisque ce qui se dessine en ce moment, c'est qu'en fait, il y a un statu quo qui est conservé. Ouais. En tout cas, l'État français ne veut pas toucher au montant des aides proportionné au nombre d'hectares. Et il y a à peu près entre 20 et 30% de ces aides qui dépendent quand même de pratiques agro-environnementales, mais c'est peut-être pas suffisant non plus. Et il y a une chose qui était importante mise en place lors de la précédente PAC, c'est un système d'aide de primes en fait aux premiers hectares qui soutenait les petites fermes, les plus petites fermes. Et là en fait actuellement il n'y a pas de, le gouvernement n'a pas exprimé de souhait d'aller toujours dans ce sens ou de les augmenter. Donc, c'est un peu le signe que ce n'est pas forcément la priorité, en tout cas. Ce qui aurait pu se passer avec une remise en cause du système d'aide proportionnée au nombre d'hectares, c'est que les céréaliers touchent moins aussi d'aide. Et c'est vrai que ça les inquiétait beaucoup. Ils ont manifesté dernièrement. Donc,
je pense qu'il y a aussi une écoute du gouvernement, du syndicat, la FNSEA, de ce point de vue-là. Mais du coup, c'est vraiment... quand on vous écoute et quand on relit votre enquête, on a l'impression que tout ça, c'est quand même la résultante de choix politiques. Les décideurs politiques entretiennent ce système qui favorise les gros exploitants. Oui, c'est des choix politiques. En fait, le secteur agricole, de fait, soulève des enjeux très politiques, puisque la France, en fait, c'est à la surface cultivée la plus importante d'Europe. C'est un des premiers marchés pour le blé, pour le colza, aussi pour les engrais azotés. Donc, forcément, mettre en place des contraintes environnementales, c'est pas forcément... c'est pas... ça se marie pas forcément avec la crainte de perdre des parts de marché à l'export et d'être compétitif. Donc on voit bien où le curseur est placé, en fait, d'un point de vue politique, parce que les enjeux économiques sont forts et parce qu'aussi une partie du monde agricole a un certain poids en politique. La FNSEA, notamment, en fait, dans les négociations, pèse beaucoup. Donc oui, c'est des questions de... un peu trop, en tout cas, c'est ce que vont dire d'autres organisations. Ouais. Effectivement, comme la Confédération paysanne. Mais oui, c'est des questions de choix politiques, effectivement. Ouais. Justement, parce que votre enquête était aussi en lien avec la plateforme pour une autre PAC. Oui. Et justement, est-ce que étant donné le système actuel, et quand on voit aussi que peut-être l'Union européenne, peut-être parfois plus prompte à soutenir le marché plutôt qu'à soutenir les travailleurs, ou en tout cas les petites entreprises, est-ce que cette autre PAC est possible? Est-ce qu'elle est possible? C'est pareil, c'est une question de volonté et de choix politique. Oui, elle pourrait être possible. Après, enfin là, on en parle alors que justement, c'est en plein dans l'actualité et que le gouvernement est en train de... pas d'acter, mais de dénoncer en fait les lignes directrices de la prochaine PAC. Qui sera mis en place en 2023, et après on en a encore pour 7 ans. Donc ce qui est constaté, en tout cas, c'est qu'il y a une grosse déception actuellement de la part de la Confédération paysanne, de la plateforme pour notre PAC, qui fédère effectivement une quarantaine d'associations paysannes et environnementales. Et en fait, ils ont été reçus au ministère la semaine dernière, et la déception était telle qu'en fait, ils sont partis... ils ont un peu claqué la porte, parce que ce qui a été annoncé était bien en deçà de ce qu'elles espéraient pour engager une réforme en fait, de la PAC et du monde agricole qui aille au-delà d'une logique d'agrandissement et d'industrialisation. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui est promu en fait, par les subventions. Après, moi, c'est ce que j'ai mis en avant dans mon enquête. Non, mais ça essentiellement. Voilà. Pas que ça, mais ça essentiellement. Après, la PAC est quand même essentielle, et il y a encore, pour les agriculteurs, ça peut être 50% de leur financement qui dépend de la PAC, donc il faut pas la rejeter d'un bloc. Mais en tout cas, il y a des mécanismes qui sont injustes, et il faudrait effectivement jouer là-dessus. Et pour revenir effectivement à l'actualité, les différentes déceptions qui sont soulevées, c'est justement le maintien, l'aide aux agriculteurs bio, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'aide à la conversion, elle augmente, mais par contre, les aides au maintien disparaissent. Donc, pour la Fédération nationale des agriculteurs bio, par exemple, elle a évalué que ça pouvait engager des pertes de 66% du revenu de certains agriculteurs. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, ouais, c'est ça. Et donc voilà, et il y a autre chose, c'est qu'il y a, toujours sur les aides à la bio, finalement, un label qui s'appelle HVE, haute valeur environnementale, qui lui permet quand même l'utilisation de pesticides, en fait, ouvre le droit aux mêmes aides que le label bio. Donc là, c'est pareil, c'est dénoncé comme quelque chose de pas cohérent. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, oui, notre PAC pourrait être possible, mais c'est... voilà, c'est des questions de volonté politique. C'est sûr que... il y a une frilosité actuellement, en tout cas, à réformer en profondeur cette PAC. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, likez, partagez.
Vous pouvez aussi faire des dons ou devenir sociétaire de la nouvelle coopérative Le Média. C'est grâce à votre soutien que Le Média existe et peut rester indépendant.